Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des sénateurs américains qui font monter la pression au regard de la violence meurtrière observée dans les régions anglophones et des cas de violation des droits de l'homme. Ces parlementaires exigent que le secrétaire d'État américain mette la pression sur le gouvernement camerounais et sanctionne les responsables des violations des droits de l'homme dans le chaudron de la crise anglophone. Vous suivrez dans ce journal leurs réactions. Le prix Nobel de la paix, le gynécologue Denis Mukwege, qui appelle la communauté internationale à agir au regard des pillages organisés au Congo-Kinshasa, l'un des pays les plus riches du continent, disposant de la population la plus pauvre. Vous l'écouterez dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Au regard de l'escalade de la violence meurtrière et des cas de violation des droits de l'homme décriés dans les régions anglophones, des sénateurs américains durcissent le ton, exigeant que le secrétaire d'État américain mette davantage la pression sur le gouvernement camerounais et sanctionne les responsables de ces violations des droits de l'homme décriées dans le chaudron de la crise anglophone. Explication avec Éric Martian-Diomo. Pour ces sénateurs américains qui attirent l'attention du département d'État, plusieurs points interpellent sur la situation sécuritaire au Cameroun. La dégénération du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest, Boko Haram à l'extrême nord, les tensions nées de la dernière élection présidentielle et les violations des droits de l'homme. Si ces sénateurs interrogent l'assistance sécuritaire des États-Unis au Cameroun, ils fustigent par ailleurs les forces de défense et de sécurité camerounaises qui, selon eux, sont responsables des exécutions extrajudiciaires, des incendies des villages en zone anglophone, des tortures et autres violations humaines, d'exécutions sommaires de 2 femmes, un enfant et un bébé soupçonnés d'appartenir à Boko Haram. Ils évoquent aussi l'assassinat du missionnaire américain Charles Roscoe Truman et s'appuyant sur un rapport de l'Organisation des Nations Unies, présente quelques chiffres de la crise anglophone, soit 21 000 réfugiés et 160 000 déplacés. Ces sénateurs américains fustigent tout aussi la récente élection présidentielle au Cameroun, qui selon eux était truffée d'irrégularités, marquée par des actes d'intimidation et surtout un résultat largement contesté. S'ils craignent une guerre civile, ils disent soutenir la société civile camerounaise dans sa quête permanente d'élections transparentes, crédibles et libres. Ils appellent par ailleurs le gouvernement américain à imposer des sanctions contre des personnalités camerounaises complices de violations des droits humains. Cette volonté de durcissement de ton de ces sénateurs américains contraste avec la posture plutôt modérée de l'ambassadeur de France au Cameroun qui, après près de 3 heures d'audience avec Paul Biya il y a quelques jours, saluait les actions engagées par le président de la République et le gouvernement dans le sens de la résolution du conflit au nord-ouest et au sud-ouest. Parlons à présent d'une autre affaire de vol de bébé qui a défrayé la chronique durant quelques jours à Douala. Finalement, grâce à la coopération des sœurs de la présumée voleuse, l'enfant a été retrouvé, la famille est heureuse. C'est une jeune mère qui a mis au monde des jumeaux, un garçon et une fille, et quelques heures après avoir mis au monde ces enfants, l'un d'entre eux a été volé dans un centre de santé situé à Douala. Le film de cette folle semaine vécue par la famille de ces jumeaux, c'est dans ce reportage que signent Mathilda Kemazou et Kediara. Ils se sont retrouvés pour ne plus jamais se quitter. Ces jumeaux, de sexes différents, avaient été séparés vendredi dernier, quelques heures seulement après leur naissance. Ce n'est que ce lundi qu'ils se retrouveront encore couchés dans le même lit, tels 2 amoureux, jusqu'au bout du monde. L'histoire de leur séparation est incroyable. La maman, la dénommée Mick Moukete Karine, quelques heures après leur naissance, a eu la naïveté de suivre la présumée voleuse, Menjana Cécile, hors de l'hôpital, accompagnée de ses 2 nourrissons. Elle se proposait alors de leur acheter à manger et d'offrir quelques vêtements à ses bébés. Elles vont toutes les 2 tromper la vigilance des gardiens pour se retrouver hors de l'hôpital. Elle détourne la sortie principale. Elle contourne, elle prend les couloirs
pour aller sortir par l'accueil. Hein? Elle se retrouve à l'extérieur clandestinement avec ses 2 enfants. Alors elle descend avec la dame l'amène dans un restaurant, un café, elle mange. Après le café, la dame l'amène dans une boutique de vente de layettes, qu'elle achète un vêtement pour le bébé. Au retour, profitant de la fatigue de la nouvelle maman, notre présumée voleuse va la mettre sur une moto avec son fils, lui demandant de s'avancer. Mais plutôt que de la suivre avec la petite fille, elle va fondre dans la nature avec cette dernière. Une fois à l'hôpital, la jeune maman va mettre du ton à réaliser qu'elle s'est faite berner. Elle est entrée discrètement, aller se réinstaller dans sa salle. C'est après environ 30 ou 40 minutes que sa voisine de lit lui dit « Mais madame, tu es sortie tout à l'heure avec tes 2 enfants et tu n'en reviens qu'avec qu'un seul. L'autre est où ?» C'est à ce moment donc que la concernée se rend compte que au lieu d'avoir 2 enfants en main, elle n'en a plus que 1. En ce moment, la machine de l'enquête va se mettre en marche. D'abord activée par le papa du bébé volé, qui va accuser l'hôpital de négligence. Il ira porter plainte à la brigade de gendarmerie de Borne 10, faisant au passage venir quelques gros bras pour menacer les responsables de l'hôpital. De son côté, notre présumée voleuse, qui avait pris le soin de faire croire à ses proches qu'elle était enceinte, va venir dans ce centre de santé, situé au quartier Brazzaville, faisant croire aux médecins qu'elle avait donné naissance toute seule, plus tôt en journée. Et c'est ici que ses proches viendront lui rendre visite. Parmi ceux-ci, ses belles-sœurs, qui n'ayant jamais cru en sa grossesse, vont constater que cette dernière n'avait pas du tout de signe d'une nouvelle maman. 0 montée laiteuse, aucun écoulement de son postpartum. Rajoutez à cela la rumeur du vol de bébé de l'hôpital à Miséricorde. Étant parvenue jusqu'à elle, elles vont prendre les photos du bébé mystère et aller le présenter aux responsables de l'hôpital qui vont tout de suite la reconnaître et activer par la suite l'enquête qui avait déjà été ouverte à la brigade de gendarmerie. Nous recevons des informations qui partent du quartier pour le centre de santé. On nous rappelle, nous rentrons donc, on a filé, on a retrouvé le domicile de la concernée. On a attendu, il y avait le gendarme qui était avec moi, on a attendu jusqu'à 13h30 pour qu'elle revienne. Dès qu'elle est revenue, c'est donc comme ça donc, que la brigade s'est déployée sur les lieux et on a pu la récupérer. La présumée voleuse va nier les faits, malgré toutes les preuves soulevées contre elle. Elle va continuer de clamer que le bébé est le sien, malgré également la batterie d'examens effectués pour prouver qu'elle n'avait jamais donné naissance. La maman des jumeaux, face aux gendarmes, la reconnaîtra. Le personnel de l'hôpital également, mais elle n'en démordra pas pour autant. Elle sera finalement détenue à la brigade de gendarmerie jusqu'à la clôture de l'enquête et le petit bébé remis à sa maman. Cette question de sécurité dans les services de maternité se pose avec acuité à l'hôpital de district de Nilon, dont le 3e arrondissement de Douala. L'on dit avoir amélioré le dispositif sécuritaire, mais aussi le service d'accueil pour les malades et la qualité des soins administrés par des spécialistes. Le ministre de la Santé publique a pu s'en rendre compte. André Mamafouda, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de la semaine de l'hôpital de district de Nilon dans le 3e arrondissement de Douala. Et à cet effet, je vous propose d'écouter le docteur Noël Essomba, directeur de l'hôpital de district de Nilon, et le ministre de la Santé publique, André Mamafouda. Vous avez raison, c'est une directive forte qu'il faut absolument réconcilier l'hôpital public avec nos populations. J'ai apprécié votre semaine qui, au-delà des consultations gratuites qui effectivement participent de la promotion, mais également vos conférences sur le plan scientifique pour pouvoir renforcer vos capacités. Il faut que les populations sachent que c'est l'hôpital public qui est la première référence. C'est très important de le savoir, et surtout quand on voit une telle transformation, il est important que les uns et les autres le sachent. Nos populations doivent savoir que, en termes de plateau technique, en termes d'offres de soins, aujourd'hui l'hôpital de Nilon est capable d'apporter un surplus. Les ressources humaines que nous avons déjà, parce que presque toutes
les spécialités ont des spécialistes, je vais me répéter, dans notre formation sanitaire. Et il est bon que le public le sache. Il est bon que la population de Douala et de ses environs vienne profiter, n'est-ce pas, de cette offre de soins. Ce système de santé voudrait que nous densifions notre quantité d'offres de soins. Mais le coût des soins reste pour le Camerounais lambda. Très peu de Camerounais connaissent l'arrondissement de Yoko situé dans le Mbamekime. Il faut effectuer un parcours de combattant pour se rendre dans cette localité. Entre Ntui et Yoko, c'est 192 km à parcourir en 7 heures de temps. Cela met en avant le manque criard des infrastructures routières, ce qui plombe le décollage d'une localité riche en ressources agricoles et forestières. Pourtant, la municipalité essaye tant bien que mal de développer une stratégie pour assurer le bien-être et l'amélioration des conditions de vie des populations. Charles Melingui et Marcelin Gansop. Tui-Yoko, 192 km à parcourir sur une route en terre qui attend toujours son premier mètre de goudron. C'est la saison sèche et nos souffrances sont allégées par rapport au calvaire vécu en saison des pluies. Mais il faut débourser 6 000, pas moins, pour partir d'un Tui pour Yoko, soit 12 000 en aller et retour. Il faut surtout endurer entre 7 heures et 8 heures de voyage, dans des conditions les plus inconfortables. Nous avons les problèmes de route. Vraiment, on a ces problèmes où même évacuer nos produits, c'est un peu difficile. Même quitter un Tui Yoko, vous pouvez faire 2 jours, même en route, ou 3 jours. On a ce problème de route-là. Vraiment, si la route passe, le développement va suivre. Le mauvais état de la route principale et l'enclavement des pistes agricoles reste le principal défi de cet arrondissement, créé le 7 juin 1955. Mais d'autres difficultés plombent le quotidien des populations qui peuplent les 55 villages de cet arrondissement du département du Mbamekime. Vraiment, on n'a pas de l'eau potable partout dans les villages. Il y a les problèmes de santé, comme chez moi, je suis à 20 km par-ci, 15 km par-là. Chaque temps, il y a les mortalités, les filles qui veulent accoucher, et finalement, c'est la mort qui arrive à cause de la distance et même de la mauvaise route. Pour faire évacuer un malade, avec la mauvaise route, vous n'atteignez même pas au dispensaire avant que la personne rentre là. En se dotant d'un budget d'environ 795 millions de francs CFA, l'exécutif municipal de Yoko entend apporter quelques solutions aux problèmes des populations. Ça va permettre de construire un centre culturel, résoudre les questions cruciales d'eau en zone rurale avec une douzaine de forages, de poursuivre le projet de logements sociaux qui a commencé, de réaliser plusieurs salles de classe et également de faire des forages par panneaux solaires pour se coller à la politique des changements climatiques que la commune conduit. Nous allons également réaliser des étangs piscicoles et poursuivre le projet RED+ sur la forêt communale qui parle de la conservation durant 30 ans de notre forêt. Mais il y a encore du chemin à faire pour atteindre le niveau de développement souhaité. Le projet d'extension de la ville qui bat son plein participe de cette volonté de voir le visage de Yoko changer positivement. Nous avons une route ici en terre mais qui fait près de 20 mètres de large. Certains diront mais le coût d'entretien, mais je le dis toujours, surtout les conseillers municipaux, ils disent Yoko a eu du retard, il est temps que nous retrouvions le niveau des autres avec un esprit plein d'audace, d'initiative, qui permettent de consolider le processus actuel de décentralisation. Vous voyez, la commune de Yoko est un grand territoire, mais qui n'a pas beaucoup de population, qui n'a pas encore beaucoup d'activités, dont les recettes locales ne sont pas encore suffisamment importantes, elles sont autour de 15% du budget. Nous allons progressivement, dès que la route sera achevée, vous-même vous verrez que nous allons également nous mettre au niveau des autres communes. La route dont parle le maire, c'est l'axe Bachenga-Tibati, en passant par Ntui, Yoko et Lena. Si le tronçon Yoko-Tibati est en cours de bitumage, celui qui part d'un Ntui à Yoko attend toujours sa première couche de goudron. Et en attendant, ce sont les usagers qui payent le prix fort, aussi bien en saison sèche qu'en temps de pluie. La société civile dénonce l'insuffisance des politiques publiques pour promouvoir les droits des femmes et des jeunes filles au Cameroun. Dénonciation à l'occasion de la journée consacrée à la déclaration des droits de l'homme et des libertés. Des précisions avec Aïk Cyril dans ce reportage.
Des marcheurs dans les rues de Yaoundé. Tout d'orange vêtus, ils se mobilisent pour dénoncer l'insuffisance des mesures prises par le gouvernement pour le respect des droits de la femme au Cameroun. 51% de notre population, ce sont les femmes. Mais quand on regarde le budget de ce ministère qui devait faire assez pour les femmes et les jeunes filles, le budget ne reflète pas le travail à faire. On doit augmenter le budget de ce ministère pour qu'ils puissent faire le travail. Sans ressources, on ne peut pas faire. Ce n'est qu'un discours. Donc c'est pour cela qu'on dit qu'il faut que l'engagement politique soit transmis à un engagement sur le terrain. Les violences faites contre les femmes et les jeunes filles sont nombreuses au Cameroun, notamment en milieu professionnel. Il y a les violences sexuelles faites aux femmes, il y a l'égalité d'opportunités. Les femmes qui travaillent le même travail en tant que les hommes et on le paye moins et ils ne gagnent pas les positions de leadership dans les sociétés simplement parce qu'ils sont les femmes. Ça c'est une violence, ça c'est une violation de leurs droits et tout ce que les violences faites aux femmes, c'est une violation des droits de l'homme. Après la marche, la mobilisation s'est poursuivie par une séance de sensibilisation au stade militaire de Yaoundé. La manifestation rentre dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'homme. Elle clôture également 15 jours d'activisme pour le respect des droits de la femme. Comment améliorer la qualité de la formation dans les universités camerounaises afin qu'elles répondent aux exigences du monde socio-économique? L'agence universitaire francophone et des experts mènent des réflexions à cet effet du côté de Yaoundé. Compte rendu, Guy Zogo. Je vous parlais donc de cette rencontre entre des experts et l'agence universitaire francophone à propos de l'amélioration de la qualité de la formation dans les universités camerounaises afin qu'elles répondent aux exigences du monde socio-économique. D'autres précisions avec Guy Zogo et Emmanuel Diop. Dans l'enseignement supérieur en Afrique, c'est le message que vient de faire passer le directeur régional de l'agence universitaire de la francophonie pour l'Afrique, AEF, au cours d'une conférence à Yaoundé. L'AEF, c'est un réseau. Et vous savez qu'un réseau sans membres, sans objectifs, sans contenu, n'a aucune raison d'être. Et nos membres, c'est-à-dire les universités et nos partenaires socio-économiques, ce sont nos alliés dans la réalisation de notre mission. L'un des axes forts des propos du patron Afrique de l'AEF consiste à ne guère prioriser quelques partenaires au détriment d'autres, tout le choix d'un établissement supérieur privé, en l'occurrence l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion, ISTAC. Il est donc clair que pour l'AEF, il n'y a pas que les universités publiques qui sont partenaires de cette institution. Nous collaborons avec toutes les universités, avec tous les partenaires socio-économiques sans distinction et sans préjugés ni favorables ni défavorables. C'est la pratique qui va faire qu'il y a des partenariats qui sont plus durables que d'autres. Parmi les temps forts de cette conférence, les étudiants ont pu être édifiés sur le changement de paradigme dans l'approche de l'AEF qui privilégie désormais les projets aux initiatives individuelles dans le cadre de ses appuis. Cette vision est accueillie favorablement parmi les partenaires de l'AEF dans l'enseignement supérieur au Cameroun. L'ISTAC est fier. L'ISTAC est désormais membre titulaire de l'AEF. Et nous pensons qu'en étant membre désormais de l'AEF, ça va accroître la mobilité des étudiants, la mobilité des enseignants pour l'ISTAC. Depuis sa création en 1961, l'agence universitaire de la francophonie, qui compte plus de 90 membres, soutient les universités francophones, entre autres en facilitant la mobilité des étudiants, des enseignants et des personnels par le biais des bourses de mobilité. L'armée camerounaise s'est lancée dans une vaste opération de recrutement dans ses corps d'élite, notamment le BIR et la garde présidentielle. Comment se déroulent ces recrutements? Les jeunes Camerounais qui frappent aux portes d'entrée de ces corps d'élite sont-ils à la hauteur des différentes épreuves physiques qui se sont déroulées à travers le triangle national?
Illustration en Gaoundéré avec Jean-Blaise Noupayé et Xavier Foka. Tiens. Parlons à présent de ce clash entre Samuel Eto'o-Fils et Joseph Antoine Bell qui enflamme la toile à quelques jours de l'Assemblée générale élective à la Fédération camerounaise de football. Le quadruple ballon d'or africain accuse l'attitude de ce candidat à l'élection à la présidence de la FECAFOOT à propos des négociations informelles concernant le partage des postes stratégiques dans le football camerounais, ce qui enflamme déjà les prises de position dans les milieux du football à quelques jours d'une assemblée générale élective qui s'annonce électrique. Des précisions avec Gladys Sidier dans ce reportage. Joseph Antoine Bell a été le premier à ouvrir le feu sur Samuel Eto'o-Fils dans la soirée du dimanche 9 décembre 2018 dans une émission de débat. L'ex-gardien de but a laissé entendre que Samuel Eto'o-Fils lui avait demandé de retirer sa candidature pour le poste de président de la Fédération camerounaise de football parce que le gouvernement ne voulait pas de lui à la direction du sport roi camerounais. Il a poursuivi en indiquant qu'en contrepartie, Samuel Eto'o-Fils lui propose le poste de directeur technique national. Samuel Eto'o confirmait la proposition en disant qu'à Yaoundé, pour moi, Yaoundé, ça veut dire l'État. Que Yaoundé ne souhaitait pas me voir président de la FECAFOOT. Donc, voilà pourquoi il fallait que je sois directeur technique. Choqué par cette réaction de celui qu'il présente comme son père, Samuel Eto'o-Fils a immédiatement réagi. Sur son compte Instagram, il a écrit, je cite, « C'est une déclaration infondée qui me désole car c'est mon père qui a souhaité que je l'aide à décrocher ce poste en faisant même des propositions de salaire. » Dans une autre sortie, toujours sur son compte Instagram, Samuel Eto'o-Fils a publié cette fois un SMS que lui aurait envoyé Joseph Antoine Bell pour solliciter le poste de directeur technique national avec un salaire de 12 millions de francs CFA et la responsabilité de nommer les entraîneurs nationaux. Une nomination au poste de directeur technique national qui devait, selon le message, intervenir dans les premiers jours de décembre et qui devait interrompre la campagne de Joseph Antoine Bell en course pour la présidence de la FECAFOOT. Passé la folle soirée du 9 décembre et le flot de réactions enregistrées après les déclarations des deux camps, la passe d'armes entre les deux anciennes gloires joue les prolongations depuis les premières heures du 10 décembre. Joseph Antoine Bell a publié un autre message pour indiquer que contrairement au démenti de Samuel Eto'o-Fils, il y a bel et bien eu des tractations pour l'amener à retirer sa candidature pour la prochaine élection à la présidence de la FECAFOOT. Selon lui, l'échange publié par Samuel Eto'o-Fils confirme sa version des faits, puisqu'il écrit « Convaincu de ce que Samuel n'avait reçu mandat d'aucune autorité camerounaise, ainsi qu'il l'a clamé, j'ai fait mine d'accepter la proposition d'Eto'o, conscient de ce qu'elle ne serait pas suivie des faits », écrit Joseph Antoine Bell dans son message. C'est donc un nouvel épisode qui s'ouvre ainsi dans l'interminable feuilleton de la gestion du football au Cameroun. Des révélations fracassantes qui poussent les Camerounais à se poser un certain nombre de questions quant aux aspirations réelles des personnes qui ont ou qui souhaitent avoir la charge du football au Cameroun. Dans l'escale internationale, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, a dénoncé avec force le pillage organisé des ressources du Congo, l'un des pays les plus riches de la planète où vit la population la plus pauvre. L'homme qui répare les femmes appelle la communauté internationale à plus de justice, de réconciliation pour construire la paix au Congo-Kinshasa et en Afrique. Il a reçu son prix aux côtés de l'activiste Nadia Mourad ce jour
en Europe. Je vous propose à cet effet d'écouter le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, édition 2018. Épargnés. Plusieurs ont trouvé la mort dans l'accomplissement de leur mandat. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo reste présente jusqu'à ces jours afin que la situation ne dégénère pas davantage. Nous leur sommes reconnaissants. Cependant, malgré leurs efforts, cette tragédie humaine se poursuit sans que tous les responsables ne soient poursuivis. Seule la lutte contre l'impunité peut briser la spirale des violences. Et nous avons tous le pouvoir de changer le cours de l'histoire lorsque les convictions pour lesquelles nous nous battons sont justes. Vos Majestés, Vos Altesses royales, Excellences, distingués membres du Comité Nobel, chère Madame Nadia Mourad, Mesdames et Messieurs, amis de la paix, c'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. C'est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde que je dédie ces prix. C'est avec humilité que je me présente à vous, portant haut la voix des victimes de violences sexuelles dans les conflits et les espoirs de mes compatriotes. Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui, pendant ces années, ont soutenu notre combat. Je pense en particulier aux organisations et institutions des pays amis, à mes collègues, à ma famille et à ma chère épouse Madeleine. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufelet, un pénalty vient d'être sifflé. Devant le tireur, c'est Samuel Eto'o-Fils et dans les buts, Joseph-Antoine Bell. Le gardien débute l'un des meilleurs joueurs du XXe siècle sur le continent africain et le quadruple ballon d'or africain Samuel Eto'o-Fils ne s'entendent plus. À propos de la gestion du football camerounais, vous avez suivi la réaction de Samuel Eto'o-Fils après les propos à polémique de Joseph-Antoine Bell concernant des offres qui auraient été faites à propos des postes stratégiques dans la gestion du football camerounais. Eto'o-Fils qui se défend et qui dément les allégations de Joseph-Antoine Bell, estimant que c'est lui qui est venu vers le goléador camerounais pour demander ses positions de faveur afin de retirer sa candidature à quelques jours de l'élection, l'Assemblée générale élective à la Fédération camerounaise de football et une Assemblée générale élective qui s'annonce électrique. Serge Alain. Voilà, Joseph-Antoine Bell va-t-il stopper le pénalty de Samuel Eto'o-Fils? La réponse sera avec nos 4 débatteurs. C'est l'essentiel du débrief, madame, monsieur, dans un instant. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20 h. Rendez-vous demain.